La Poche Bleue, une présentation de la cage chez vous et d'autohebdo.net. La formation de départ, le starting line-up. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse. Bonjour à tous, c'est Guillaume Latendresse avec Maxime Lapierre de la Poche Bleue. Petite surprise du temps des fêtes, on vous a fait un top 20. Max, avec quoi on commence? On va y aller avec 3 séquences qui parlent de l'aspect psychologique pour les athlètes. Au numéro 20, Donald Brashear. On commence ça. Des fois, quand on le vit, c'est plus difficile. Des fois, on se sent mal. On veut toujours faire partie, on veut avoir de l'air, puis on veut bien pareil, puis on veut faire partie de la gang, puis tout ça. C'est toutes des choses qui sont difficiles. Mais quand tu es capable de garder ton intégrité, je pense que l'intégrité, c'est très important dans la vie. Puis d'être propre à ses valeurs. Puis ça, pour moi, c'est la plus importante. C'est la chose la plus importante. Puis des fois, quand on se perd, puis on n'est pas intègre, puis à un moment donné, on s'en veut, puis on se pose beaucoup de questions, puis on se cherche. Fait que je te dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? Ben, je suis en train de le retrouver. J'ai eu des périodes creuses, puis j'ai eu des choses difficiles. J'ai eu des problèmes avec la drogue. J'ai eu de la misère après ma carrière. Je me cherchais beaucoup, mais je cherchais c'était qui le vrai moi. C'est qui Donald Brashear? Qu'est-ce que lui, il aime? Prendre mes décisions, décider qu'est-ce que moi je veux faire, connaître les gens que moi je veux connaître, accepter les gens. Fait que c'est beaucoup de ça. C'est la confiance en soi, d'aller chercher la confiance en soi. Puis je suis en train de le trouver. Puis je travaille là-dessus à tous les jours. Ça, c'est un travail d'une vie. Il y en a qui l'ont plus facilement. Il y en a qui ils font les bonnes choses toujours, puis, ou la plupart du temps, ou sont entourés de bons gens, puis ils réussissent à faire les bonnes choses. Mais il y en a que c'est plus difficile. 19, Éric Gagné. Tu parles du report, là. On n'a pas le choix d'en parler un petit peu. Là. Justement, puis ça va bien que le sujet d'aujourd'hui dans les médias. C'est bon, on a de l'alcool en plus. En plus, c'est plus facile. la Ligue nationale de hockey, on a vu Ryan Kessler parler, je ne sais pas si tu l'as vu, là, de prendre des Toradol, des pilules, des antidouleurs durant les matchs, puis tout ça. Justement, moi, je l'ai mentionné à la radio aujourd'hui au 98.5. On veut performer, on ne veut pas perdre notre place. Si j'ai mal à la cheville, moi j'avais une blessure à la cheville, je l'ai pris l'antidouleur parce que je ne voulais pas prendre ma place, je voulais jouer au hockey. Puis on le sait, là, dans le sport, tu peux perdre ta place comme ça. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre les produits? Est-ce que c'était suivre le train de la qualité du baseball des autres gars qui prenaient les produits? Est-ce que c'était des blessures? Est-ce que c'était vouloir performer au maximum? Est-ce que c'était la pression? Le jour que tu as pris cette décision-là, c'était quoi ton premier but, admettons? Qu'est-ce qui est fucké? Excuse mon français. La poche bleue, t'as le droit. Ce qui est bien triste. C'est ça. Qu'est-ce qui est bizarre un petit peu, c'est que j'ai pas vraiment une raison. Moi, c'est la raison pourquoi j'ai commencé juste à y penser, parce que je me suis fait mal au genou, 2 ans en ligne, je me suis fait mal au genou. C'est là que j'ai commencé à avoir un problème de bras, des choses comme ça. Fait que là, moi, je me suis fait payer, puis tu veux rester sur le jeu, tu veux pas en tant que closer. Si tu enlèves un closer, mais ça fait changer tout le monde dans l'alignement. Puis, c'était pas vraiment pour être. Oui, c'était pour être sur le monticule, être capable de lancer plus souvent, mais c'était pas vraiment pour être meilleur. Fait que, tu sais, c'est pas une excuse. Je déteste. J'adore parler de ça parce que qu'est-ce que je déteste, c'est que le monde essaie de me couvrir, de dire ouais, mais beaucoup de monde fait ça. Ben, c'était pas la raison. J'ai vraiment eu, parce que moi, j'avais aucune idée pour qu'est-ce que le monde faisait ou faisait pas. C'est sûr que j'ai entendu parler, il y a du monde qui en faisait pas, mais c'était pas la raison. J'ai pas essayé de suivre personne. J'ai jamais été un gars qui va suivre le monde. Fait que je peux pas te donner ça comme excuse que tout le monde faisait ça. Mais je veux pas dire suivre dans le sens tu veux faire ce que les autres veulent faire. Je veux dire suivre dans le sens si eux le font puis ils performent plus, toi, tu peux pas juste être là puis avoir moins d'aide d'une certaine façon, là. Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'était pas pour ça parce que je savais pas vraiment c'est qui en prenait. Okay. Fait que je peux pas vraiment dire oui, c'était pour ça, là. Mais moi, c'était à quoi j'étais blessé, puis j'avais un gros contrat, puis je voulais performer, j'aurais resté sur mon ticket. Comme tu dis, il y a les joueurs, qu'est-ce que la pire affaire là-dedans, moi, qu'est-ce que j'ai regretté le plus, c'est que
y a des joueurs qui n'ont pas pris, puis j'ai mis un doute sur ces joueurs-là. Tu sais, moi, c'est mon plus gros regret. Le regret, c'est pas que j'ai menti, que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, dans ma tête, j'avais une raison, puis j'avais un âge, j'étais jeune. Dans ma tête, le raisonnement était correct. C'était pas illégal dans ma tête. Je faisais quelque chose que, oui, il y avait du monde qui en faisait, je sais pas qui, je sais pas combien de monde, mais pour moi, je me suis donné un rationnel que j'étais capable de vivre avec. Puis la première journée que je l'ai faite, je me suis tellement senti coupable après, puis ça n'a jamais été la même affaire. C'est pour ça que mon j'ai jamais été sur le mur. C'est la première année qu'il est sur mon mur. La série mondiale, je n'ai pas savouré comme je devrais faire. Veux pas, le monde qui triche, ils vont le payer, même s'ils ne payent pas publiquement par rapport à l'argent, des choses comme ça. Ils vont payer par rapport à un guilt. Tu te sens coupable. Veux pas, tu te sens coupable. 18e place, Daniel Brière. Qu'est-ce que tu as changé justement quand tu as eu le wake-up call? J'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif. Puis, je me souviens encore de mon premier meeting avec lui. Il me demandait, c'est quoi qui cloche? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Puis là, je pars. Puis là, je me défoule. Le coach, il m'aime pas. Le GM, il me fait pas confiance. Les arbitres sont pourris quand j'embarque sur la glace. Les goalers font pas des arrêts quand je suis là. Et puis là, je me défoule bien comme il faut. Fait qu'il me laisse parler pendant une trentaine de minutes. Puis là, il m'arrête et il me dit « Tu réalises que dans tous tes commentaires, tu t'es pas regardé dans le miroir une fois. Tu blâmes tout le monde alentour de toi. Tu as des excuses pour tout. Et il dit « Va-t'en à la maison, pense à ton affaire. Puis si tu es prêt à travailler avec moi, puis à t'ouvrir l'esprit, puis à réaliser que tu es le problème, tu me rappelleras. » Fait que là, je m'en vais à la maison, bougonneux, je chialais, là, c'était pas beau, hein. Je dis, il m'a pas écouté, il a rien compris de ce que je lui ai dit. Mais là, cette soirée-là, le cerveau m'a travaillé, le lendemain, la même chose. Ça a pris 2 jours, là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit que j'étais prêt à accepter un peu de son expertise, puis qu'on a recommencé à travailler là-dessus. Puis j'ai appris à reconnaître mes fautes, puis à réaliser que j'étais le problème. Puis là, quand j'ai pas été ramassé au ballottage, ça a été comme le point tournant qui m'a fait réaliser que je devais changer un peu ma façon de jouer. Je devais être plus intense puis pas me fier juste à mon talent. Je devais amener quelque chose d'autre. Fait que c'est un peu ça là, qui a été le point tournant. Tu sais, le point tournant. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé à travers tout ça. J'utilise ça comme point de départ. Mais par la suite, là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont aidé à regravir les échelons, à rebâtir un peu le joueur que je voulais devenir. Au numéro 17, 16 et 15, on parle d'anecdotes de vestiaire avec Stéphane Fizet, José Théodore et Mike Ribeiro. Tu sais, un gars comme Pierre Pagé, là, qui était une brain, là, c'est comme coaching, puis tout ça, là, ben on se souvient tous de l'engueulade qu'il y a eu derrière le banc avec Matt Sundin. Puis, ou bien nous autres, qu'est-ce qu'on se rappelle le plus comme ancien joueur que je vois pour lui, c'est quand on allait sur la route, puis qu'il se louait une vanne qui parquait direct dans l'entrée, là, le lobby, puis il se cachait dedans, puis il prenait en note qu'est-ce que les gars, à quelle heure qu'ils rentraient, puis tout ça. Ou bien, un autre Imagine-toi les Guillaume en pyjama cachés dans la vanne. Ça, j'adore ça. Une autre fois, je ne me trompe pas, c'est Calgary, que l'hôtel était à mezzanine un petit peu plus haute. Puis là, on rentre, puis tu vois quelqu'un caché en arrière d'une plante, à ce prix, qui prend des notes, voir qui rentre à quelle heure, puis tout ça. Là. Fait que ça, c'était la vieille génération. Mais après ça, j'ai eu Larry Robinson à Los Angeles comme coach. Là. Quand tu dis d'une vieille génération aussi, mais ça, le meilleur gars au monde. Il est tellement bon gars. Moi, je l'ai adoré comme coach. Sérieusement, je l'ai adoré, puis tout le monde l'a adoré. Puis, mais tellement un bon gars, là, que durant la pratique le matin de la game, là, tu savais que tu ne jouais pas, autant le goaler que le joueur, quand il embarquait sur la glace puis il commençait à jouer avec des rondelles avec toi. Tu sais, il commençait à s'amuser avec toi, là, sur la glace, là, puis tout ça, là, c'est en cause que tu ne jouais pas le soir. Il n'était pas capable d'aller te voir et te dire Hey, Max, en soir, là, tu joues pas, t'es hors du line-up. Non, là, il jouait avec toi avec la puck, t'agaçait un peu, puis tout ça, puis là, il essayait de te faire rire, puis là, il arrivait, ouais, s'asseoir, je suis obligé de m'en sortir un, puis, ou bien, juste un bon gars. Ouais, c'est ça, trop un bon gars, là, c'est incroyable. J'en ai toujours de la pression après Théodore, hein?
Dage, comme dans le temps, quand Bob Gainey était en crise, qu'on mettait notre calotte sur le côté. Ah ouais? Ah oui, surtout quand tu m'avais mis autour du boss avec Ah oui, Gainey, quand je t'avais Hey, envoyé Chris, hey, la tu m'as cassé la clavicule. clavicule, câlisse! Ben oui. Gars, j'ai Hey, 4 ok. chiffres par game aussi, je fais Hey. mettre autour du boss. Hey, exactement, il joue un chiffre par game. Dage, il a le meilleur lancé des poignets demi-slap shot, one-timer au monde. Mais le problème, il n'est pas capable de la garder basse. Il me l'a tout le temps dit. J'ai un esti de weapon. C'est un weapon. Le problème, sa weapon, son esprit de gun de 6 pieds 2, quand on joue contre Nashville, on est dans le warm-up. Il m'envoie un esti de garnotte, sa clavicule. J'enlève mon plastron, je suis dans la clinique. J'ai une balle de golf ici qui ressort. L'échappée. Il dit, c'est quoi qui est arrivé? Chris, je voulais trouver un autre nom. Je voulais blâmer Rivet, Koivu. Mais j'ai pas le choix. Le seul qui a une bonne shot pour me faire mal, c'est Pierre Dagenet. Là, je dis Pierre Dagenet. Ah, c'est là. Dage, il vient me voir. Tu calisses, Théo, tu m'as crissé en dessous du boss. Hey, je l'ai défendu. Caline, toute ma vie. Théo. Je l'ai défendu. Théo joue. Ouais, ça, je te le donne, Théo, je te le donne. Yes. Théo joue pas, perd le match. On se range après la game. Bob Gainey descend. Il regarde Théo. Je suis à côté de Théo. J'ai pas de barbe, mais c'est la première fois de ma vie que je me range. Je m'installe là. Gainey passe à côté. Il regarde Théo. Il dit, qui t'a fait ça? Ben, c'est Dage à côté. Ça y est, les estrades. Sakou, vous, on a entendu beaucoup d'histoires. C'était quoi ta relation avec Sakou? Pas bonne relation. C'était pas bon. Tu sais, comme moi, j'ai grandi à Montréal. Koivu était déjà là. Fait que là, moi, quand je suis arrivé là, je le voyais comme, tu sais, capitaine. Je le regardais à la télé comme jeune. Puis j'espérais qu'il allait m'aider quand j'arrivais là. Tu sais, comme je pensais qu'il allait venir m'aider. Puis dire, OK, tu sais, t'es un jeune de Montréal, on va t'aider. Puis c'était vraiment, on avait une couple de clics à Montréal dans le temps. Tu sais, t'avais moi, José, Pierre, puis t'avais Sakou, Rivet, il y en avait une couple d'autres. Puis ça a j'ai jamais été confortable dans la chambre avec Sakou. Tu sais, moi, j'attachais mes patins, puis il me regardait. Tu sais, je le sentais me regarder. Puis, tu sais, je me suis jamais senti qu'il m'aimait vraiment. Tu sais. Moi, j'étais jeune. Dans le temps, quand tu étais jeune, tu disais pas un mot. Tu sais, tu restais dans ton coin, puis les vieux, là, tu respectais les vieux, mais je me suis jamais senti bien d'aller à l'aréna. Je savais qu'il m'aimait pas, puis je savais qu'il... Je sais pas si il pensait que j'allais voler sa job et de quoi de même, qu'il m'aimait pas. La seule chose de Sakou, moi, que je trouvais pour dans le temps, c'était ton capitaine. Mm-hmm. Que si tu gagnais, puis il n'y avait pas de points, mais là, il n'était pas content. Puis là, si tu perdais, puis il y avait un but de passe, ben là, il était content. Puis là, moi, je comprenais pas pour la façon qu'il était comme. Moi, si t'es un capitaine du Canadien de Montréal, là, tes points, là, ça te dérange pas. Il faut que tu gagnes à Montréal, puis ça te dérange pas qui fait les points. C'est des victoires que tu as besoin. Fait que c'était comme bizarre, puis même Rivet avec Dagenet, ça avait battu dans la pratique, puis fait qu'on n'était pas aimés. Là. On n'était pas aimés, on était 3 jeunes, Théo, moi, puis Dage, des beaux bonhommes, des Québécois, de Montréal. Puis ils n'ont pas aimé ça. L'attention, on avait beaucoup d'attention pour nous autres, puis les autres n'avaient pas beaucoup. Fait que ils n'ont pas aimé que les 3 amigos, ils prenaient trop de place dans la chambre. Au numéro 14, Vincent Lecavalier nous parle de pourquoi il n'a pas choisi Montréal lorsqu'il était joueur autonome. Tu parles de Montréal, tu parles de l'impact que Lafrenière peut avoir ici avec les Canadiens. On connaît toute l'histoire là, que Vincent Lecavalier a failli jouer pour le Canadien à 2 reprises. Ouais. C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi t'es pas à Montréal? Écoute, la première fois, c'était plus un conflit avec les propriétaires. Puis, je venais juste de signer mon long contrat. Puis, je leur avais dit, écoute, si vous ne voulez pas à Tampa, échangez-moi à Montréal. C'est juste que il y en a un qui ne voulait pas, puis un qui voulait. Fait que ça a comme arrêté là. Puis, quand j'ai tombé à Jean Libre, je vais être honnête, j'allais avec mes critères. J'allais entraîneur, premier critère. J'allais avec l'équipe. Puis, après ça, j'allais avec la ville. Puis c'est pas rien contre Michel Therrien, parce que c'est lui l'entraîneur qui était là. J'avais un bon meeting avec eux. Mais je le voyais plus dans une bulle comme Tortorella que j'avais eu pendant 8-10 ans. Puis c'est pas quelque chose que
que je voulais. J'avais rencontré La Violette à Philadelphie, je l'avais adoré. Puis, en tout cas, j'aimais son style de jeu. Écoute, puis une autre affaire, j'aimais pas l'équipe. Je trouvais pas que l'équipe. C'est drôle que je dis ça parce que cette année-là, Montréal sont rendus en finale de conférence. Puis les Flyers, on a perdu en première ronde. Fait que je trouve ça important, Vincent, que tu en parles parce que tu sais comment c'est à Montréal, chaque fois qu'il y a un joueur qui ne signe pas, qui est québécois, on dit ben là, pourquoi il n'est pas venu à Montréal? C'est important, je pense, puis je pense que tu es le meilleur gars pour faire ça, d'expliquer exactement ce qui se passe dans ta tête. Puis qu'est-ce que tu viens de dire, c'est incroyable parce que en tant que joueur de hockey, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux gagner, tu veux être d'une bonne équipe. Puis l'entraîneur, c'est pas mal lui qui décide de quoi tu vas avoir l'air sa patinoire. Tu sais, si le coach décide que tu joues 8 minutes, ben toi, ça t'est pas arrivé, là, mais mettons 8 minutes par soir. Oui, Max, c'était en première période, lui. Au numéro 13, lui, il s'en pose pas de questions quand c'est le temps d'être échangé. Il s'en va à Saint-Louis. Voici David Perron. Moi, la question que j'ai, c'est comment on fait pour revenir 3 fois avec la même équipe? C'est quoi que tu as oublié à Saint-Louis, Dave? Y a-t-il quelque chose que tu cherches? Parce que là, c'est un chien ou... Hey, je peux te raccrocher, moi, de ça? C'est comment faire l'entrevue, là? Je savais que ça t'emmêlait. Oh, t'as pas fini. Un bon jambon avec un bon jambon, ça. Non, regarde. Regarde, c'est pas compliqué. Le premier coup, je suis revenu, c'est sûr qu'avec le draft d'expansion qui s'en venait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Max, on a joué... En fait, Max, il a joué dans... Quand j'ai joué avec lui, c'était un peu dans le plus bas de ma carrière, du sens que ça aurait pu terminer 1 an ou 2 après, comme que j'ai trouvé le moyen de me refaire un petit peu, là, si on peut dire. Mais c'était un peu ces raisons-là. Je savais que je retournais à Saint-Louis, même si Hitchcock était très demandant. C'est lui-même, personnellement, qui m'a appelé dans la période d'entrevue. J'y ai parlé pendant 1 heure et demie, à quel point mon rôle serait power play, des avantages numériques, etc. J'ai jamais joué en piqué de ma vie, Max. Là. Cette année-là, j'ai joué en piqué. La première fois que je suis retourné à Saint-Louis. Donc, j'étais confiant du rôle que j'avais. À Pittsburgh, je me faisais taper dessus, c'est-à-dire pour mes pieds. Je patinais pas assez vite. Hey, j'ai jamais patiné. Puis Guillaume, pour vrai, là, Max, t'es fatigant parce que t'as tout le temps été un bon patineur. Mais moi et Guillaume, on sait quand ça marche. Quand tu es un patineur dans la moyenne, là, OK, je vais être généreux avec moi-même. Dans la moyenne. Puis moi aussi. Ouais, c'est ça. Guillaume, on n'en parlera pas. Tu te fais taper sur la tête pour ton patin, qu'est-ce que ça fait? Hey Dave, Guillaume, là, j'ai déjà vu partir d'un back check. Quand il est revenu dans sa zone, son Gatorade était passé date. Ça ressemble à moi, ça. Anyway, pour tout ça, pour dire que quand tu te fais taper dessus pour le patin, à un moment donné, ça te rentre dans la tête, puis tes décisions sont moins vite, tout est moins vite, tu as de l'air encore plus lent. C'est dans ces années-là que tu as joué avec moi, Max, à Pittsburgh. Les entraîneurs, c'était avant Mike Sullivan, il était beaucoup sur mon dos. Bref, c'était important pour moi de trouver un fit qui allait vraiment fonctionner, qui allait vraiment me donner une chance de comme refaire ma carrière. Puis je pense que ça a été vraiment la bonne décision qu'on va pouvoir aujourd'hui. Hey Guy, ça t'arrive-tu d'avoir des petites envies pressantes? D'après toi? On écoute Roberto Luongo. Pogné une envie au mauvais moment, mettons. Ben, ça a commencé en 3e période. C'est ça l'affaire qui m'enrage. Tu sais, en 3e, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je dis, ben voyons donc, comment ça? Tu sais, durant la game, ça ne m'arrive jamais. Tu sais, c'est souvent avant la game, mais pas durant la game. Fait que là, je dis, ça va passer. Tu sais. Fait que là, la 3e finie, on s'en va en overtime. Je suis dans le vestiaire, puis là, je dis, j'ai mal au ventre, mais je vais-tu être correct ou quoi, là? Je dis, je vais être correct. Fait que là, je commence à mettre mon masque, mes gants. Je m'en vais dans la hallway, puis je dis, il reste environ 5 minutes, tu sais, sur le clock. Je dis, pas correct. Ouais, je pense que je vais être correct. Fait que là, j'appelle le trainer. Je dis, écoute, là, il faut que j'aille aux toilettes. Là, c'est rien. Tu peux-tu aller demander au ref s'il va m'attendre? Tu sais, je vais faire ça vite. Là. Fait que là, il va voir le ref, il me revient, il dit, oui, prends ton temps, ils vont t'attendre. Je dis, parfait. Fait que là, je m'en vais. Fait que là, je suis en train de faire mes affaires sur sa toilette, puis là, je commence à entendre la foule, puis le jeu, il a commencé. Je dis, ben, voyons donc, l'overtime, il a commencé, je suis pas là. Fait que là, je remets mes affaires. Je pense pas que je m'ai essuyé, là, mais je me souviens. Fait que là, je mets mes affaires, je m'en vais au banc.
Puis là, ils sont dans notre zone pendant au moins 3, 4, 5 minutes. Il n'y a pas de sifflet. Là, je capotais. Là. Il y a 3, 4 chances d'en marquer. Danny Sabourin, il fait des arrêts. Là. Je me sentais... La seule chose que je pensais dans ma tête, si on se fait scorer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'aurais aimé ça, Guy. J'aurais aimé ça entendre la discussion dans le bureau des arbitres. Et les boys, ils essayaient de retarder le match. Roberto, il a envie de catcher. Hey, man. J'avoue que tu dois être... Ouais. Tu dois être sur la balle puis tu dois dire « Ah ouais, donc! » Non, je capotais. C'était pas un moment très agréable. La meilleure chose, c'est qu'on a perdu ce game-là en double overtime. Puis le lendemain, tu sais, quand les boys vont prendre une bière sur une terrasse, on est en train de prendre une bière. Puis à un moment donné, il y a un camion de pompiers qui tourne le coin. Puis en tournant le coin, il y a un pompier qui me lance un rouleau de papier de toilette sur la table. Ben voyons donc! Je te jure! C'est bon. Pas facile d'être une femme dans un vestiaire de hockey. Voici ce à quoi Chantal Maccabé a eu affaire en début de carrière. Fait que là, c'est au Forum de Montréal, puis le vestiaire au Forum de Montréal. Tu sais, au Centre Bell, la façon, bon, vous le savez, vous étiez là, la façon que c'est fait, c'est que quand j'explique aux gens, là, quand on rentre dans le vestiaire au Centre Bell, et c'est de même dans tous les arénas de la Ligue nationale, sauf les vestiaires des équipes visiteuses, mais les équipes locales, tu rentres, les joueurs enlèvent juste l'équipement. Donc, sont soit en combine ou en tout cas, sont jamais nus. Et vous avez votre vestiaire derrière pour prendre votre douche ou changer tout ça. Mais pas au Forum de Montréal. Au Forum de Montréal, le vestiaire du Canadien était relativement petit. Et quand tu entrais dans le vestiaire, les joueurs se changeaient devant nous autres, puis allaient la petite douche, puis la porte était ouverte, la douche, là, il n'y avait aucune intimité finalement. Fait que moi, je savais où chaque joueur était placé. Parce que je ne voulais pas rester là longtemps. C'est intimidant. J'étais dans la jeune vingtaine, fait que c'était pas évident. Et là, j'entre dans le vestiaire, puis je fais une entrevue avec Carbo. Et là, Shane Carson est là, puis il se promène flambant nu. Et Shane Carson a été gâté par la nature. Hein, on va dire ça comme ça. Et là, il voulait s'assurer que je le vois. Alors, pendant que je faisais mon entrevue avec Carbo, il se promenait, je le regardais pas du tout. Là, il faisait des petites boulettes avec du tape de hockey, puis il me lançait ça sur la tête pendant que je faisais l'entrevue avec Carbo. Et là, Carbo avait comme le goût de rire, puis il me regardait, il m'a dit « Tu vas faire quoi? » Puis là, je fais signe à Carbo. « Continue. » Tu sais, je continue. Fait que là, Carbo répond à mes questions, mais en tout cas, ça dure pas longtemps, une couple de minutes, puis là, il arrête. Fait que là, je me dis, puis là, moi, dans ce temps-là, je me dis, OK, il faut que je la confronte, il faut que je fasse de quoi, là? Puis je me disais, faut que je réagisse. Fait que je dis, OK, regarde ce que je vais faire. Fait que là, Carbo finit de parler, là, je regarde Shane Carson, et là, je le regarde. Des pieds à la tête, au complet, là. Je me gêne pas, je me vire pas, tu sais, je le regarde, puis je dis, You don't impress me. Et là, tout le monde part à rire. Ben, en tout cas, les gars autour qui l'ont entendu, tout le monde a trouvé ça super drôle. Et lui aussi, il a éclaté de rire, il a trouvé ça bien drôle. Il est parti s'échanger, puis il ne m'a plus jamais achalé. Je me suis plus jamais fait intimider, tellement qu'à un moment donné, il y avait un restaurant, lui, c'est la rue Bishop à Montréal, puis on était allé un groupe, une gang de RDS. Et il était là. Et là, il passe, puis là, il regarde, puis il me voit. Puis là, il éclate de rire, puis il appelle le serveur, puis il dit « Elle, je ramasse sa facture. » Il dit « J'en dois une. » Fait que, ça a été drôle. Mais tu sais, ça a été vraiment le seul événement parce qu'il n'y en avait pas de femmes dans le vestiaire, ou très, très peu à ce moment-là. Là. Pour débuter notre top 10, Alex Tanguay et Raymond Bourque en finissent avec l'histoire du vol de la Coupe Stanley. On était un soir à Hong Kong, on était à l'ambassade. Pas à l'ambassade à Hong Kong, on était à une réception qui est faite par l'ambassade à un top floor d'une des banques à Hong Kong. Écoute, c'est spectaculaire. Puis Phil Pritchard, le gars qui s'occupe de la Coupe Stanley, est là avec la Coupe Stanley. Fait qu'on commence à parler, puis là, il commence à nous dire, puis, tu sais, on a toutes des mémoires de ce qui s'est passé le soir après avoir gagné la Coupe Stanley en 2001, puis tu sais, les parties, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis les choses comme ça. Mais quand on a fini le match, on est allé dans un restaurant. La Coupe Stanley était là pour pas très longtemps. Puis tout d'un coup, la Coupe Stanley est disparue. Puis tu sais, on était une gang de gars qu'on s'est retrouvés à différents endroits au cours de la soirée. Sean Podine qui avait encore son équipement peut-être à 5 heures du matin, les patins inclus. Puis là, en Chine, Phil Pritchard, il nous raconte que la soirée de la Coupe Stanley, qu'ils ont pris l'avion avec Raymond, puis que Raymond il est allé
à Boston avec la Coupe Stanley, puis il a réveillé tous ses voisins à comme 4-5 heures du matin pour célébrer avec ses voisins de Boston. Fait que, la soirée que j'ai gagné la Coupe Stanley, je peux vous dire que la Coupe Stanley n'était pas à Denver, elle était allée à Boston. Puis ça, je l'ai su il y a 3 ans à Hong Kong, de toutes les places. Ben non! Voyons donc. Ouais. Il a amené Ça, la il coupe, s'en Raymond. vante pas, lui. Ouais, Raymond, il avait un avion prêt, il a emporté la coupe chez eux avec ses amis à Boston. Puis la Coupe Stanley est revenue le lundi matin quand ça a été le temps de faire le défi. Ça n'a pas Mais non, ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas d'allure, ça. Il était-tu en boisson ce soir-là? Non, non. OK, ça, c'est 2 histoires différentes, OK? OK, on va croire la tienne. Je vais te conter la première histoire. Je vais te dire la deuxième. Quand il parle d'amener la coupe, puis avec mes voisins, toute la kit, nous autres, on avait fêté en face du Pepsi Center après le match. Et puis, on avait fêté à peu près 2h30, 3h de temps. Puis, Pierre Lacroix, il dit amène la coupe chez vous à soir avec toi. Je dis parfait. Puis même, je vais t'en compter. Moi, je savais que le 7e match, c'était mon dernier match que je jouais dans la Ligue nationale. Il y avait juste moi et ma femme qui savaient. Mais je savais qu'il y avait une possibilité que le 6e match, c'était pour être mon dernier match. Fait que moi, j'ai invité toute ma famille, la famille à ma femme, puis tous mes meilleurs amis proches, je les ai invités à New Jersey. En cas que c'était mon dernier match. Je voulais le monde spécial de voir ça. Puis, si on gagnait, tout le monde, je les envoyais tous au Colorado. Donc là, toute la gang sont au Colorado, dans les hôtels, toute l'équipe. Moi, je pogne une vanne de 15 places pour les faire voyager, pour les amener à l'aréna, les ramener à l'hôtel, puis toute l'équipe. Fait qu'après le match, quand Pierre m'a dit d'amener la coupe chez nous, tout le monde s'en vient chez nous avec moi à 2h30 du matin. Là. Toute ma famille, mes amis, toute l'équipe, on a la vanne pleine. Et puis, là, je tourne sur ma rue à Denver. Puis là, je commence à crier le criard. C'est pas moi qui chauffe, là, mais on a un chauffeur. Puis là, le monde commence à sortir. Puis on avait un gros cooler dans le camion. Je mets le cooler dans la rue, puis je mets la coupe Stanley dans le trottoir. Puis là, on est là jusqu'à 5h30 du matin. Wow. Ça, c'est l'histoire de fêter avec mes amis ou c'était mes voisins. La fête de l'avion, c'est 2 jours plus tard, le maire de Boston, il voulait me fêter à Boston. Comment tu dis ça? À l'hôtel de ville à Boston. Fait que moi, mon agent me dit ça, j'ai dit, je sais pas si c'est une bonne affaire, là, je veux pas embarrasser les Browns. Il dit, si les Browns, il dit, c'est correct, tu veux-tu le faire? J'ai dit, ouais, je vais y penser. Si les Browns, ça ne les dérange pas, je vais y penser. Fait que là, il me revient, il dit que Mike O'Connell, il dit, aucun problème, c'est correct. Fait que là, mon chum, il m'envoie un Challenger de 12 places à Denver pour me ramasser. Puis là, la coupe est dans l'avion avec nous autres. On s'en va à Boston avec un des gars qui protège la coupe. Et puis, peut-être que la coupe était en train de fêter avec les gars. Puis, elle est partie vite. Ça, c'est l'histoire. OK. Ouais, je pense que tu le mérites, Raymond. Il n'y a pas personne qui aurait rien dit si tu avais fait un gros party, même tout de suite, directement de la glace à Boston avec la coupe. Pour le numéro 9 et 8, on se déplace dans le temps pour comparer les époques dans une chambre de hockey. Le coach Michel Terrien. C'est ça. Puis je vais vous donner un exemple. Je pense que c'est ma dernière année où on avait parti, on a gagné nos 10 premiers matchs. Puis après ça, c'est de gérer les attentes. Ouais. Je pense pas qu'on avait un club pour gagner 10 games en ligne commencer l'année. Mais on trouvait toujours un moyen de gagner. Les grosses carry goal étaient extraordinaires. On gagnait nos games. Puis là, on perd ça a été probablement mon pay match en arrière du banc. Le premier match qu'on a perdu, c'était à Columbus. On a perdu 10-0. C'était un vendredi soir. Puis, hey, Mike! non, ça t'es-tu en place à perdre en plus? Hein? Le 10 boulet, là. 10 coups de canon. Hey, man! Puis le plan, on joue un vendredi soir à Columbus.
puis on joue un samedi le lendemain à Montréal contre les Flyers. Le plan, c'est qu'on fait jouer Montoya le vendredi, puis on garde Carey. Pour moi, c'est important de faire jouer Carey. J'ai tout le temps dit, je ne m'en suis jamais caché à la maison pour les fans. Le monde qui paye là, des gros billets, là, ils veulent voir tes stars. Puis Carey Price, je m'excuse, c'est le star. C'était le star du Canadien, puis ça l'est encore. Puis pour moi, là, ça prenait une situation exceptionnelle pour faire jouer Carey Price à la maison. Stéphane Waite, s'il ne voulait pas le faire jouer à la maison, il était mieux d'arriver bien armé dans mon bureau, puis souvent, je leur virais de bord. Puis, ce soir-là, je m'en souviens encore. Puis, après la deuxième période, là, on se pose toute la question. Puis là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'était 5-0, 6-0. Puis là, on se pose la question. Puis, je me souviens, je demande à Stéphane, oui, je vais voir les goalers. Il va voir les deux gardiens de but, il revient, il me suggère, il dit on devrait continuer avec Montoya. Il dit si on met Carey dans le net puis il se blesse, on a de l'air fou. On a de l'air fou. Fait que Montoya, il dit qu'il est prêt à finir la game. Mais là, on s'attend pas. Ça, c'est 5-0 à peu près ou 6-0. Tu t'attends. Bon, ils vont en scorer peut-être 1 ou 2. On va peut-être en scorer 1. On va perdre 7-1. Moi, je l'aurais changé, Michel. Moi, gars, c'est pas vrai. J'aurais dû changer. Puis le lendemain, ce que j'ai fait, j'ai rencontré Montoya. OK. Je me suis assis avec. Il avait les larmes aux yeux. Je me suis excusé devant lui, one-on-one. J'ai rencontré Carey Price. Je me suis excusé devant lui aussi. Puis le meeting le matin, je me suis excusé devant tout le monde que je n'avais pas pris la bonne décision. Oh. Je tenais à tout le monde. Puis là, je me souviens, Montoya m'avait même dit « No, Mike, it's okay. You know? It was my decision. » À la fin, j'ai dit non, c'était. Mais à la fin de la journée, c'est toujours le coach qui prend cette décision-là. J'ai tout le temps dit, j'ai pris la mauvaise décision. Mais c'est important de dire que c'est pas une décision facile, là, pour que le monde comprenne. Non, c'était pas facile, mais c'était pas la bonne décision. Je l'ai regretté. Je le regrette encore. C'est pour ça que j'ai pas peur de le dire. Puis honnêtement, de dire la vérité, je m'étais excusé auprès des joueurs. Je pense que c'est important comme coach de m'excuser. Tu vois, quand on dit d'évoluer un peu au fil des temps, 10 ans plus tard, j'aurais dit... Qui mange la marde, Montoya! Mais quand on parle assez d'évoluer comme coach, ça nous dit aussi, c'est un exemple. D'avouer tes torts, on ne peut pas être parfait. Numéro 8, Yvon Lambert. Je lis dans le journal, Lambert échangé Canadien de Montréal. Aïe aïe. Là, ça m'a fait mal un petit peu. Alors, j'arrive, un mois plus tard, j'arrive au camp d'entraînement, je rentre, mon père vient me conduire au forum. Là, mon père ne débarque même pas. Tu sais, dans ce temps-là, nos parents, mon père ne débarque même pas. Il me donne la main, puis il dit « Bonne chance, mon gars. » Merci de la ride. Il y a ça. Là, moi, je rentre dans le forum. Là, je vois, dans ce temps-là, le camp d'entraînement, c'était à 3 semaines. Je rentre dans le forum, il y a à peu près 80 joueurs. Là, je vois André Duchard, Frank Mahovlich, Lemaire, Yvan Cournoyer, Savard, Lapointe, Guy Lafleur, je veux compte, là, Claude Larose, Laperrière. Là, je me dis moi-même, jamais m'affaire canadien, tu sais. Parce que moi, mon handicap, un peu, comme Pierre Bouchard me dit souvent, c'est mon patin n'était pas primo. Je te comprends, Yvon. Yvon, c'est parce que tu n'étais pas élégant. Il n'était pas élégant. Fait que là, j'ai dit jamais m'affaire canadien, tabarouette. Fait que là, ça part. Là, on s'en va au camp d'entraînement. Mon premier camp d'entraînement avec Canadien. Dans ce temps-là, ça durait 3 semaines. On s'en va à Forêt Sherwood, Kentville, Nova Scotia. 3 semaines de temps. Là, dans ce temps, on pratiquait 2 fois par jour. Le matin, on se levait à 7 heures, on allait courir.
Puis là, je voyais Henri Richard puis Lapierre se cacher, Henri puis Lapierre se cacher en arrière d'un arbre. Nous autres, on allait courir 2-3 kilomètres, puis on revenait. Puis là, on allait pratiquer. Puis là, après la pratique, on allait faire. C'est là que ça m'a aidé un petit peu parce que après chaque pratique, la dernière pratique, on s'en allait à la taverne. On s'en allait prendre une bière. Puis là, il y a une bonne journée, je pense, c'est, je sais pas moi, après la première semaine du camp d'entraînement, j'étais assis avec Guy Lapointe, Pointu, une gang de boys. Puis là, Henri Richard et un autre gang sont pas loin de la table à côté. Puis là, j'entends Henri Richard qui dit à un coéquipier, il dit un jeune joueur, s'il ne prend pas 5-6 bières par jour, jamais il va jouer dans la Ligue nationale. On est sur le coup de poids à Pointu. J'ai à Pointu, j'ai une chance de faire. J'ai la chance de faire Canadien de Montréal. On sait que les hommes forts sont des gars très respectés dans le vestiaire et souvent les plus drôles. Pour le numéro 7 et 6, nos deux amis, PJ Stock et André Roy. Moi, Darren Langdon, le deuxième goaler puis le trainer étaient toujours ensemble. Moi, j'essaie de trouver une game toujours dans la troisième période pour passer le temps. Une game pour le monde qui nous écoute. Tu peux jouer Blackjack. Un qui est très fun, on joue Blackjack avec l'horloge. OK? Imagine que... Alors, moi, je vais être le premier dealer. En français, c'est quoi dealer? C'est dealer? Croupier. OK, alors moi, je vais être le croupier. Alors, Max, quand on a le premier numéro qui s'arrête dessus, alors c'est 18-56, ton premier numéro est une 6. La prochaine sifflet, le dernier numéro, c'était Guillaume. Moi, OK, alors tu comprends comment ça marche? C'est 20 piastres le mien, le hand, puis moi, j'ai besoin de frapper sur 16 et plus. Puis on jouait Blackjack, on jouait plein de games. Cette soir-là, honnêtement, je jouais. J'ai des gants. Cette soir-là, dans mon temps, la seule chose qu'on avait plein dans la chambre, c'était de la tape, puis le bazooka gum. Ouais. Les gommes bazooka. Avec les petites histoires, là. Ouais, exact. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli mon gant avec tous les bazookas possibles qu'on avait dans la chambre pour la troisième période. Puis, comme j'avais dit, il y avait une place pour 2 personnes sur les Islanders qui étaient sur le côté. Moi, j'étais là, puis moi et Darren étaient là, puis on gageait 20 piastres le gomme. Je sortais, c'était rouge, grape, mauve, rose. Oui, les 3 couleurs. Puis 20 piastres. Mauve? Non, c'est rouge. 20 piastres. On a fait ça pour la troisième période. On était en train de jouer encore, puis Muckler dit « Stock, ton ligne sur la glace! » Stock, ton ligne sur la glace. Moi, j'ai pris mon gant, j'ai fait ça très, très vite. Je m'en vais sur la glace. Darren essaie de mettre du tape sur ses pads. Moi, j'ai mis de l'eau partout sur moi parce qu'on n'avait pas bougé, on était pas mal endormi. On s'en va sur la glace, puis nous autres, on met notre 4e trio. C'est très tough, mais puis les autres avaient mis leur premier trio, comme tu as vu sur la vidéo. C'était Paul Fee, Tchaikovsky, Trevor Linden, J.J. Daniel, puis une jeune de Dano Chara. Nous autres, on a mis notre 4e avec Jeff Fukaboom et Bruce Schreiber. Ça, le ref, moi, j'étais tout pompé. J'avais un go pièce... Mogum? Oui, non... Mouthpiece? Teeth protector. Mouthpiece. En français... Mouthpiece. J'avais un gros mouthpiece. C'était gros, puis c'était jaune. Puis j'étais là, puis j'étais tout prêt. J'avais de l'eau partout. J'étais tout prêt. L'arbitre met la rondelle sur la glace. Moi, je prends mon bâton de mien comme ça, puis je frappe Trevor Linden ici. Bam! Mais le problème, c'était que je n'étais pas capable de rentrer mes doigts dans mes gants parce que c'était tout rempli des bazookas. Alors, j'ai fait comme une slash et c'était pas mal comme ça. Puis, Trevor, qu'est-ce que tu fais, kid? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai pris mon bâton puis je l'ai fait encore, mais c'était comme un morceau de spaghetti.
on a tous sauté sur tout le monde. C'est commencé. Puis à la fin de cette bagarre-là, on a tout sorti. Danny, tu peux voir la vidéo. On a challengé le bench. Tout le monde était prêt pour commencer la game. Après, ils ont tous ramassé les bâtons puis les casques. Puis les bubble gum. Oui, c'est ça. Il y avait un autre délai comme de 5 minutes parce que quand tu es sur la glace, tout de même, nos gants allaient partout. Il y avait des bazooka gum partout sur la glace. Alors, ça, c'est pas mal l'histoire de ma carrière. L'autre année, ben, rendu à décembre, là, le Lightning, il se fait brasser. Je pense qu'il voulait me revoir, tu sais, puis ça. Fait que là, moi, ça faisait comme 14-15 games que je jouais pas avec les Pingouins. Fait que là, j'étais tanné. Puis on affrontait le Lightning au Mellon Arena. Fait que si tu sors, c'est dans le coin. On se fait patiner par le coach. Puis là, je fais avec d'autres gars. Je dis, je vais rentrer dans leur chambre. Moi, leur dire, avez-vous besoin d'un allié? Si je veux jouer avec vous autres, tu sais, avec là, les gars, t'es pas game, t'es copain. J'ouvre la porte, check bien ça, je rentre dans la chambre, mais là, tous les gars du Lightning s'habillent, eux autres, tu sais, ils se préparent pour leur pratique, leur pre-game skate. J'arrive là avec mon chandail des Pingouins, je m'assieds dans le milieu de la chambre. Let's go, boys, that's my grosse victoire, come on, let's go, pour les Blancs. Là, je me rappelle qu'il y avait Nick Tarnowski, Paul Ranger, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient comme, y a-tu un trade ou c'est quoi, comment ça, il est ici? Saint-Louis, Boyle, tout, ils riaient en estime, en tout cas. Fait que Tortorella, le soir, je pense que le GM, ils ont entendu parler, ils ont trouvé ça bien drôle. 2 semaines après, je suis retourné là, puis je pense la semaine suivante, on jouait Pingouins, mais était blessé, je jouais pas, puis pendant la game, j'ai tout volé les bas des gars dans la chambre des Pingouins. J'ai tout pris les bas, je les ai sacrés aux poubelles dans notre chambre. Il y avait des plats de pâtes, de la bière, des capotes vides. Fait que là, si je vais. Les gars, ils sortaient tous de l'aréna, mais tu sais, en Floride, c'est pas pire. Il n'y avait pas de pas de avec le pantalon. Tous les gars, j'avais tout sous. Là, il y en avait un qui avait mis sa bague de mariage dans son bout. J'avais sacré. Il capotait. Les trainers, ils essayaient de trouver la bague du gars dans le fond de la poubelle. Il faisait tous les bas. J'avais sacré mon gars. Salut! C'est incroyable. Hey, ça n'a pas de bon sens. Juste avant notre top 5, voici 2 clips en extra avec nos collaborateurs. Je vais vous en compter une bonne. Wow! Hein? C'est malade là, ce que tu dis là, Breezer. Là. OK, check bien ça. Fait que là, je prends ma retraite. Je suis à Tremblant. Puis je regarde je pense que c'était leur 2e game parce que le Canadien avait joué à Buffalo. Markov s'était blessé. Souvenez-vous, c'était fait couper. Le tendon d'Achille sur Matt Cook, Exactement. Je ne sais pas si c'était à Buffalo le samedi à Toronto. Alors, samedi soir, 10h30, 11h moins quart, téléphone sonne. Téléphone sonne, samedi soir. Donny Meehan. Hein? Pourquoi Donny Meehan m'appelle? Hey, Breezer, comment ça va? Nanana. Tu regardes des matchs à soir, ouais, il dit, j'espère que c'est pas trop grave pour Andrei, parce que c'était Donny qui représentait aussi Andrei. Et il dit, je viens de parler à Bob, parce que Bob était encore dans l'organisation, mais il n'était plus GM. Puis il nous dit à moi, il dit, si jamais le Canadien t'offre un contrat, tu reviendrais-tu? Hein? Ouais. Il n'y a personne qui sait ça. C'est là que tu prends le sac de chips. Là, j'ai dit. Tabarnak. Ça fait 2-3 semaines, j'ai pas fait grand-chose. Là. Moi, c'est comme, j'ai fini. Là. De revenir à ce niveau-là. Ah oui. Là, la tête, hein? Tu penses pas la tête commence à tourner? Hey, qu'est-ce que je fais? Je reviens dessus? Le lendemain matin, j'ai repensé à ça. Puis j'ai dit non. Ah ouais? Wow. Non, j'ai dit non parce que là, ils sont dans la marde. Là, ils ont besoin de moi. Je trouvais ça pas correct. Ouais. Wow. Je trouvais ça pas correct de dire ah là, Breezer, là, on a besoin de toi. Là, t'es bon. T'es correct. Reviens, c'est ça, là, t'es bon, là, on va te signer, là. Fait que là, j'ai dit non. Puis là, j'étais pas à top shape, là, il a fallu que je revienne, puis là, tu sais, j'ai dit, je vous jure, mais pendant 24 heures, là, j'ai fait, j'aurais aimé ça être dans ton lit cette nuit-là. Ma première saison dans les nationales, on avait Jaromir Jagr avec nous autres. Puis, tu sais, lui, il pognait toujours en jeune là, pour traîner son bâton de hockey partout. Fait que là, tabarnak, je sais bien que, tu sais, c'est moi qui lui ai porté son stick.
Mais là, il fallait le porter, tu sais, après le morning skate. Mais là, non, quand tu dis porter, là, c'est porter où? Là? À sa chambre. Après ça, le traîner dans l'autobus. Arrête de niaiser. Je te dis, il fallait le traîner partout, son stick. Il n'était plus capable. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la chambre. Il faisait des skills. Il fallait lui ramasser. Pas de mon stick, ramasse ça. Je capotais. Hein? Tu traînais le bâton de Jagger partout. Ouais, mais j'en ai gardé un. Il est chez nous dans mon sous-sol. Excuse-moi, Yarrow, j'ai oublié ton bâton. Je l'ai oublié dans la chambre de l'hôtel. Excuse-moi. non, mais là, c'est parce que je comprends pas. Là. Mettons, t'allais pratiquer puis il disait on s'en va à ça arrivait pas tout le temps, mais tu sais, mettons, il traînait son stick, il me le donnait, il fallait que je le traîne, il fallait que je l'amène, amène ça à l'aréna. Ou bien une fois, quand il était, tu sais, mettons, il s'est fait échanger à Boston, puis là, à ce moment-là, moi, j'étais à l'hôtel, puis lui, il était dans un meilleur hôtel en face de mon hôtel. Puis j'étais dans le lobby, je mangeais quelque chose, je le vois passer, il vient de se faire trader. Je me suis dit, crème, je vais aller lui dire salut, tu sais, ça a été un plaisir de jouer avec toi. Hey, Yags, it was a pleasure playing with you, blablabla. Bla, bla. Il m'arrête en plein milieu, tu sais, je lui fais un speech, tu sais, merci beaucoup d'avoir été fin avec moi, en tout cas. Puis, tu sais, il me dit pas merci d'avoir entraîné mon bâton, il me dit, go to the rink, make sure my skates are sharpened. Je capotais. Il me niaise. Mais je te jure, Guillaume, je capotais. Là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis un pigeon de même, tu sais. Je me fais-tu marcher dessus comme un doormat, puis je le fais. Tu sais, j'ai pas eu le courage de faire comme Max, tu sais, au concessionnaire Lexus, puis que c'est le temps. Mais j'ai fait, mais y aller, tu sais, on sait jamais. C'est quand même une légende pareille, là. Fait que j'étais allé à l'aréna, puis le trainer, il avait crissé son camp, fait que ça a comme bien fait, là. Parce que je voulais lui faire un bon de même, là, tu sais. Hey, man, c'était carré, ça. Mais c'était pas une joke, là. Il était comme. Je te jure, c'était pas une joke. Mais surtout les patins, là. Les patins, c'était pas une joke. Je te jure, il venait de se faire échanger. Go, make sure my skates are sharpened. Mais crime, je D'après moi, il pensait que vous, c'était le gars d'équipement. Je capotais. Non, ça se fait pas. Il savait pas que c'était dans l'équipe. Il pensait que travaillait dans le stade. Ça, c'est sérieusement, je pense que c'est la meilleure histoire que j'ai entendue. Ça n'a pas de bon sens, ça. Hey, Guillaume, as-tu déjà eu la chance de briser un record de Wayne Gretzky, toi? Pas vraiment. Moi non plus. Mais Vincent D'Anfous, lui, il a passé proche, puis il nous en parle au numéro 5. Puis en 96, j'ai eu la chance de représenter le Canada pour la première fois de ma vie, parce qu'à 18 ans, j'étais à Toronto. Puis j'ai jamais joué pour le championnat junior canadien, pour l'équipe du Canada, parce que j'étais à Toronto à ce moment-là. Glenn Sater était coach, il me fait confiance, puis je joue au premier match à Vancouver, championnat du monde. On jouait 4 matchs aux États-Unis, 4 matchs au Canada, puis avec, je pense, 8 pays qui jouaient dans ce tournoi-là. Puis dans les estrades, il y avait Théorène Fleury, puis il y avait Steve Yzerman. Puis moi, j'ai été choisi pour jouer sur la glace. J'étais sur la glace avec Wayne Gretzky. Je suis allé lié gauche à Wayne Gretzky. Je dis, ouais, non, qu'est-ce qui se passe? Pincez-moi quelqu'un, là, tu sais. Mais c'est comme si j'avais le syndrome de l'imposteur, que j'avais pas d'affaires là, mais j'ai quand même bien performé. C'est la première fois que je représentais mon pays. Ça a super bien été. On a perdu en finale. Mais, tu sais, des fois, tu te surprends à être dans des moments où tu ne penses pas que tu es capable de performer, mais ça a super bien été. Un gars comme Wayne Gretzky, ça dit quoi à Vincent D'Anfous quand il regarde les trios avec lui? Put your stick on the ice. C'est drôle. Ma première expérience avec Wayne Gretzky, c'était à Partie d'étoiles en 1991. Okay? J'ai 22 ans. Je suis le seul représentant de l'élite de Toronto. On joue au Chicago Stadium. Puis ma famille est là. Puis là, le bruit, c'était dans le temps de la guerre du Koweït. Puis là, on n'était pas sûr si on allait jouer. L'aide nationale, les drapeaux américains partout. C'était fou. Là, le match commence. Puis là, j'ai 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. Là, j'étais en 3e période. J'ai 4 buts. Puis là, je me vois gagner le char, cette affaire-là, moi, en fin de la game. Puis là, je joue pas sur la ligne avec Gretzky, mais Gretzky, il regarde, là, j'égalise le record de Gretzky, puis le mieux de 4 buts d'une partie d'étoiles. Puis là, il regarde Mockler, qui est le coach.
puis il dit « Throw the kid with me ». Puis là, il me dit « Garde ton hockey sur la glace ». Fait que moi, j'embarque à la fin de la game pour mon 5e but. Il me cherchait partout pour essayer de me feeder pour que j'aie un 5e pour battre son propre record. Fait que ça te donne une idée comment c'était. La qualité de l'individu est assez c'est ça. exceptionnelle. C'était vraiment cool. Fait que j'ai gagné le char à Chicago en 91. Qu'est-ce que tu as fait avec le char? Boy, ça a pris 6 mois. J'ai gagné un Dodge Shadow convertible. Puis après 6 mois, il est arrivé au concessionnaire. J'ai dit au concessionnaire, peux-tu l'acheter? Puis il me l'a acheté. C'est le même ça fiche. J'ai pris le cash. Tu prends l'œuf ou l'enveloppe, tu as pris l'enveloppe. J'adore ça. Avant d'aller vers nos 3 meilleures séquences, voici mon coup de cœur au numéro 4. Max et Burroughs, les 2 cornets qui cherchent un char chez Lexus. On a eu une petite situation dans un concessionnaire aussi. Ah, ça c'est sûr, il faut que je raconte ça pour tes auditeurs. C'était priceless. Tu sais, Guy, écoute ça, moi, ça fait quand Max est arrivé là, en 2011, moi, ça faisait 5 ans que j'étais déjà à Vancouver, que tu sais, je connaissais un peu comment ça fonctionnait, puis j'avais fait des connexions, puis là, on avait été quand même assez loin en 2008, 2007, 2009, 2010, 2011. Tu sais, là, les Canucks, c'était le gros ticket in town. Puis, tu sais, tout le monde voulait s'associer aux Canucks, puis aux joueurs des Canucks, puis des signings, puis des affaires d'autographes. Puis Max, lui, il n'avait pas d'auto. Il avait laissé son Hummer à Montréal. Que là, il dit « Hey, Burr, faut-tu me trouves un char, là? » Je dis « Max, je vais essayer de faire de quoi? » Mais là, il y a déjà 6 gars à qui j'ai trouvé des chars depuis le début de l'année, là, que je vais faire mon possible pour toi. Que là, je fais une couple de téléphone avec un de mes amis, puis... Pas facile. Il y a une couple de gars qui disent qu'ils vont donner un char usagé. Ils ne connaissent pas trop c'est qui Max Lapierre. Puis je disais, non, là, Max, il veut un char, un beau char, un char neuf. Puis que là, finalement, le concessionnaire Lexus, un méchant char, là, Lexus, il y avait le plus beau char que Luongo, tu sais. Je dis, Max, on a trouvé un gars, il va te prêter un char pour toute l'année. Les assurances sont payées, tu n'as rien à faire, tu as juste besoin de venir le voir. Signe une coupe d'autographe dans le dealership, puis tu pars avec le char, puis c'est à toi toute l'année, puis tout est beau. Il dit, OK, c'est beau, viens me chercher. Et là, il va chercher Max. On arrive chez le concessionnaire. Et il t'avait fait un lavage sur ce char-là. Là. Ça shinait, là, les rims shinaient, il était propre. Là. Sortait du waxage. Puis là, on rentre dans le bureau, puis avec Max, puis le DG du concessionnaire, il dit... Alex m'a dit que Max était un bon gars, mais je te connaissais pas. Puis, tu sais, nous, on est vraiment contents de s'associer à un joueur des Canucks pour prêter un auto. Puis, on est vraiment contents. Puis, mais j'ai demandé à ma secrétaire, vu que je te connaissais pas, de faire des recherches pour savoir quel genre de joueur tu étais. Puis, là, quand je regarde ce qu'elle m'écrit, elle me dit que tu es un agitateur sur la glace, que tu pognes beaucoup de punitions. Puis là, il dit, je suis pas sûr que ça va vraiment bien avec avec le signe Lexus, la compagnie, puis nos valeurs, puis tout, mais Alex, il dit que tu es un bon gars, puis tu vas prendre soin de l'auto, puis tu vas bien la représenter, puis tu n'es pas un gars qui fait des niaiseries, qui boit en chauffant, tu fais rien, on va te le prêter. Laisse-moi aller te chercher les clés, je reviens, puis je te donne ça. Le gars, il se lève, il s'en va chercher les clés du char. Max, il se lève dans le bureau, il me regarde, il dit... Je mange de la merde. Il pense que je suis un agitateur et que je ne suis pas une bonne personne, mais qu'il garde son char. On s'en va. Hey, on se lève, on est parti. Puis il n'y a jamais, les gars, ils me rappelaient sur mon téléphone pour savoir ce qui s'était passé. On n'est jamais retourné au dealership Lexus à cause de la vie. Les gars venaient de le coller. C'est Max, man. Hey, ça, tu comptes ça, puis je suis comme... Man, ça, c'est vraiment du lapi, du crasse. Je suis parti de là avec Burr. Il avait mieux marcher à l'aréna le reste de l'année. Ouais, j'étais allé m'acheter toute qu'une paire de running shoes, mon Guillaume. T'aurais jamais cru à ça de ta vie. Hey, le bon vieux carnet. Au numéro 3, le plus grand honneur qu'a reçu Luc Robitaille. L'appel, le jour que tu as eu l'appel Hall of Fame, là, pour toi, ça s'est déroulé comment? Ah ben, j'étais dans mon office, OK? Puis moi, mon premier coach, c'était Pat Quinn. J'étais dans mon office, puis je vois un téléphone 416. Là, je dis 416, c'est Toronto. Je dis, ça doit être des journalistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Puis souvent, ça ne me tente pas de répondre. J'ai répondu, puis c'était « Hello, Luke? » Là, je dis « Ouais. » Il dit « Tu Pat Quinn? » Là, tout de suite, je dis «
Hey, c'est Pat Quinn! Fait que là, il me dit, c'est ça, qu'il voulait m'appeler parce que c'était mon premier coach, puis il m'a dit que j'étais rentré dans le temple de la renommée. Mais il m'a dit une affaire. Rentrer au temple de la renommée, c'est quelque chose que tu ne joues pas pour, mais probablement le plus grand honneur que j'ai eu en tant que, selfishly, là, juste pour moi, là, c'est à peu près 4-5 ans plus tard, peut-être, à peu près 5 ans plus tard, j'ai eu un autre appel de Pat Quinn, puis il m'avait demandé d'être sur le comité de sélection du Hall of Fame. Wow. Ça, je me souviens, j'ai appelé mon père, j'ai dit, hey, Pat, tu te souviens-tu, c'était mon rêve de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Après ça, j'ai rentré à une nationale, puis le Hall of Fame. Mais là, aujourd'hui, je suis assis à côté de Bobby Clark, puis on décide c'est qui rentre. J'ai dit, ça, c'était un honneur. C'est vraiment, pour moi, là, c'était comme mon plus grand honneur. Je dis, tabarouette, là, j'ai la chance de décider qui rentre. C'est vraiment pas... Ça doit pas être des décisions faciles pareil. Oui, c'est toujours des stars, mais non. Ça arrive-tu que c'est comme, je peux pas croire que je vote oui ou non pour ce gars-là? Ben, pour toi, cette année, là, en tout cas, ça n'a pas assez proche, là, mais... C'est qui m'a donné mon vote que je l'appelle? Je me battais, moi, j'ai plus de ma faute. Hey, je courais pas souvent, mais il était beau. Moi, j'avais amené des highlight films, il y en avait. Non, et ça arrive que tu as du monde, tu penses, qui devrait rentrer. Là, tu n'aimes pas cette année encore. Hein, fait que, mais c'est un bon... la façon que c'est voté, c'est vraiment fair. Puis ça donne une chance à tout le monde. Et puis, comme je dis souvent aux joueurs, c'est pas juste d'être un bon joueur. Il faut que tu sois une bonne personne. Il faut que tu aies fait les bonnes choses à travers la game. Puis, you gotta show your love for the game, comme on dit. Tu sais. Justine, Chloé et Maxime nous ont jetés à terre avec toutes leurs anecdotes. En voici une au spa à Pyeongchang. C'est quoi les différences de culture, même dans vos sorties d'un club ou des affaires de même? Ça doit être fou, pareil, les villes. Moi, je me souviens, j'étais allé en Biélorussie, puis j'étais comme, OK, c'est fucké, là. Ben, il y a toujours... Ah, mon Dieu, je pense que là, j'en ai une bonne, là. Ah OK. oui? Ah oui, va nous sauver. Ben, au choc culturel, wise, OK? On s'entend, on était à Pyeongchang. On est aux Jeux olympiques. Je me demande si ça s'en va. Là, on était fatigués. Fait que là, on est là, hey, ben, tu sais, on roule comme des débiles. Tu te lèves tôt le matin, tu vas à des événements, tu cours à un autre événement. Tu finis, tu vas faire un party. Fait que tu as des nuits de genre 4 heures. Je tiens à mentionner que c'est après la performance, c'est pas pendant. Oui. Nous, on est chanceux, c'est le premier jour des Jeux. Fait qu'après ça, on est comme clear. Wow. Fait que, bref, on est amis des Jeux. Puis on se dit, hey, on me semble qu'on devrait se faire une journée de filles, puis genre aller relancer. Oh mon Dieu! C'est pire, je pense, que le bar. C'est pire que le bar. J'adore ça. OK, mais là, on se dit, on va aller au spa, un spa coréen, ça doit être le fun. Fait que, on fait nos recherches. Puis on trouve un super spa. C'est le plus hot. Le plus hot. La grosse Cadillac. Au centre-ville de Séoul. Écoute, ça accroche. On arrive là. Là, madame, elle a bonjour. Vous voulez aller au spa, prendre des bains, parfait, ça va être temps. Mais si vous voulez, on a une belle promotion pour des massages. On est tendus. OK. Là, on s'est dit, attends, on va attendre. Au pire, on viendra nous l'acheter. Mais tu sais, je suis pas sûre. On n'a pas assez de temps. On n'avait pas le temps. On rentre dans le... Premièrement, la madame nous donne une serviette grosse de main. Ah, mais ça, c'est le feeling que j'ai avec toutes les serviettes, moi. Puis là, on comprend qu'il y a une section homme puis il y a une section femme. On se commence à se poser des questions. Là, comme, mais vous devez pas mettre de maillot. Pas de maillot. Non, pas de maillot. Là, c'est comme, mais là, tu regardes la serviette, t'es comme ça, sachet. Les madames, ils les mettent autour d'eux. Qu'est-ce que c'est, madame? Ils les mettent autour d'eux, les grosses de main. Puis en bas, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Finalement, on rentre là-dedans, puis évidemment... c'est ça. Ça se promène. C'est tout nu, tout le monde. Les petits bouchers se promenaient. Et, de beauté. Là, tu sais, il y a comme nos faces un peu déconfiturées. On se promène tous les trois collés ensemble. Puis moi, il y a peut-être des places habillées, cachées, quelque part que j'ai pas compris. C'est le petit tabouret. Tu peux te scrub avec une douche, mais là, tout le monde s'assoit là-dessus. Parce qu'avec la COVID, on se lave les mains tous les 2 secondes. Pourquoi ça? On ne lave pas? Si vous saviez à quel point Chloé est dédaigneuse, là, genre, je suis pas dédaigneuse, mais Chris, tout le monde est à l'aise. On se fait un de bain dans une piscine, dans un eau chaude, qu'est-ce que ça fait?
Ça monte, là. Oh, God. C'est incroyable, ça. Écoute, mais on est... Attends, le massage. Là, on voit la section massage. Dans le coin. On va voir un peu plus proche. La jambe en l'air devant tout le monde. Sauvage. Puis là, tout le monde est tenu, là. Autant la masseuse que la fille sur la table. Hey, je sais que l'histoire est vraie, tout le monde parle en même temps et ils disent la même affaire. Fait que ça va bien. Hey, on était, thank God, qu'on n'a pas pris le massage. Merci, bon Dieu. Ça nous a pris assez de temps de se détendre dans le spa. Puis là, après ça, la salle de détente, c'est une oreiller en bois. Oui. Les tatamis. Assis sur un tatami, tout nu, encore une fois. Puis tu te détends, avec la nuque, ça. Écoute, je sais pas à quel point on s'est détendu, mais on a ri. On a ri. Ouais, c'est on s'est détendu, quoi. Ouais. C'est meilleur qu'un bar, finalement. Je l'aime bien, votre histoire. Ça pourrait être notre meilleure histoire à la poche bleue à date, ça, Guy. Hey, surtout l'histoire qui sont tout le monde est tout nu, puis tu dis c'est la meilleure histoire de la poche bleue. C'est assez weird, pareil. Au numéro 1, l'invité qui a complètement déstabilisé Guillaume, le champion de la Coupe Stanley, M. Raymond Bourque, nous parle de son échange vers le Colorado et du leadership de Joe Sakic. Moi, je voulais aller à Philadelphie. Je connaissais Régent Lamelin, qui était le coach des gardiens à Philadelphie. Fait que je savais exactement ce qui se passait de leur bord. Et puis, même, on a joué contre eux autres un samedi après-midi. Puis Régent, avant le match, m'a dit que le deal s'est fait. Tu t'en viens avec nous autres après le match. Et puis, c'était pas le cas. Mais après, il y avait Saint-Louis, il y avait New Jersey, il y avait Détroit, Colorado. Je me souviens, j'étais en train de souper avec ma femme un vendredi soir, je pense, avant le match de Philadelphie. Puis René Angelil m'appelle, Pierre Lacroix, puis René, il était son meilleur chum. Puis il m'appelle, puis j'avais déjà joué au golf avec René à quelques occasions à Montréal. Puis il m'appelle, il dit Salut Raymond, c'est René. Ouais, je sais pas si tu me reconnais. J'ai dit ouais, je me souviens. Hein. Il dit je t'appelle là. Il dit Pierre, il sait pas que je t'appelle. J'ai entendu parler que tu veux te faire échanger, puis Colorado, ils ont une maudite de bonne équipe. Là. Tu serais bien, là. J'ai dit, ouais, René, j'ai dit, je sais qu'il y a bien des équipes d'habitude. Là, il me parlait, puis là, je disais, ouais. Pierre, il ne sait pas qui m'appelle. Ouais. Fait que, là, je savais qu'il était dans le portrait, eux autres. Là, Pat, il commence à m'appeler. Puis, le gros, il faut que tu viennes jouer avec nous autres. Puis, fait que c'était comique à la fin. Je recevais un appel de David. Saint-Louis, tu vas-tu venir jouer ici? J'ai dit non, c'est pas là que je veux aller. Je ne veux pas jouer pour Keenan. Fait qu'en fin de compte, on joue le samedi après-midi contre Philadelphie. Je pensais que j'allais partir après le match. Je ramasse la rondelle. La rondelle s'en venait pour moi à la fin de la game. La période finie, je ramasse le puck, là, bang, je débarque. Là, je m'attends d'être à meeting avec Harry qui me dit que je m'en vais à Philadelphie. Fait que là, il n'y a rien. Là, les médias sont tous... là, ça s'en venait. Là. Ils savaient que je m'en allais à quelque part. Fait que moi, je ne savais rien. Puis là, j'essaie de trouver Harry dans l'aréna. Il n'est plus dans l'aréna. J'essaie de l'appeler. Je ne peux pas le rejoindre. Il m'appelle le soir. Samedi soir, il me rappelle. Puis il me dit viens pas à pratique demain, ce qui était dimanche. Puis on jouait contre Ottawa le lundi soir. Puis il dit reste à l'extérieur de l'aréna jusqu'à temps que l'échange se fasse. Ça va se faire bientôt. Fait que après le match contre Ottawa, même pendant le warm-up, Dave Andreychuk, il se fait débarquer du warm-up. Fait que là, lui, il m'appelle puis il me dit Ray, je pense que je m'en vais avec toi. Je ne sais pas où qu'on s'en va, mais il vient juste de me tirer du warm-up. Fait que je lui dis, moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'à 10 heures, je reçois un appel d'Harry Sinden qui me dit que je m'en vais au Colorado. Fait que là, je reçois l'appel de Pierre Lacroix. Puis là, je reçois un appel de Patrick qui est à Calgary, qui joue le lendemain soir. Fait que lui, il est en chambre avec Joe Sakic, Dave Reed, Adam Foote. Sont 4-5 gars qui se passent le téléphone. Fait que me retrouver là le lendemain. On part à 6h30 le lendemain matin.
en avion, moi puis Dave Ellett, puis on se retrouve à Calgary, puis on joue ce soir-là. Fait que c'était pas mal bizarre puis comique de rentrer dans une chambre. J'étais le premier à rentrer dans la chambre. Puis je vois mon chandail, bang, en rentrant, des couleurs différentes qui étaient différentes. Mais mon jeu, il avait souffert à 38 ans, puis je voulais savoir s'il me restait quelque chose dans le corps, de pouvoir compétitionner, puis de retrouver ma game. Fait que ça n'a pas pris de temps ce soir-là, que je me souviens, j'étais en arrière du match, en arrière du net, puis là, je sors, puis là, je vois Edo qui débarque dans la bande à droite. Là, j'ai fait une passe, bang. Là, lui, il me fait une passe à Joe Sakic, à l'autre ligne bleue. Joe s'en va tout seul contre le goaler, puis il score. J'ai dit, je pense qu'on va s'amuser. Je pense que t'es en bonne place. C'était plus facile, là. Hein? Ouais. Raymond, parle-nous du leadership de Joe Sakic. Ben, je vais dire, pour Joe Sakic, c'est un joueur de grosse classe. Pas juste sur la glace, mais hors glace. Incroyable. Même Joe, au début de l'année, quand j'ai revenu à la deuxième saison, il voulait aller dîner après une pratique. Enfin, on va dîner, puis il me dit qu'il ne se sent pas à l'aise d'être capitaine de l'équipe avec moi sur l'équipe. Wow. Puis j'ai dit, Joe, ouais, j'ai dit, t'es bien correct, là. J'ai dit, j'ai joué ici l'an passé 4 mois. Je t'ai vu faire, puis tu as vu que c'est que j'ai fait. Je n'avais pas de besoin une lettre sur mon chandail pour être un de tes gars qui va t'aider dans la chambre ou n'importe quoi que tu as besoin. J'ai dit, j'ai bien trop de respect pour toi. J'ai dit, jamais que ton leadership devrait être en question. Puis je pense que si ça arriverait, puis les choses peut-être n'iraient pas si bien, peut-être ça pourrait arriver, puis jamais que j'accepterais ça. Fait que tu es bien correct de me l'avoir offert, mais j'apprécie beaucoup. Mais it's not happening. C'est ainsi que se termine notre top 20. On aurait pu faire un top 50, honnêtement, avec la qualité des invités puis les anecdotes qu'on a eues. On remercie justement tous ceux qui se sont présentés à la Poche Bleue. On remercie vous, les fans, semaine après semaine, d'être présents, de nous encourager. Joyeux temps des fêtes, soyez prudents. Oui, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Sans vous, ce projet-là n'aurait jamais fonctionné. On vous remercie infiniment. Merci à nos invités. Beaucoup de surprises. Soyez là, 6 janvier 2021. Salut! La Poche Bleue, une présentation de La Cage chez vous et d'AutoHebdo.net.